Après avoir lu Le Massif du Mont Blanc que Viollet-le-Duc venait de publier, Ruskin commenta le livre par une pique inspirée de la réaction des Français après la charge de la brigade légère. C'est magnifique, mais ce n'est pas de la géologie. En effet, ce n'était pas de la géologie, mais un projet visionnaire pour la restauration du Mont Blanc qui se proposait de lui redonner l'aspect qui avait dû être le sien à l'époque de sa grandeur naissante. Il semble que le XIXe siècle a succombé progressivement à une sorte de nostalgie utopique, côté sombre qui s'oppose à sa foi dans le progrès vers un avenir lumineux. À cet égard, Viollet-le-Duc, grand restaurateur de l'architecture gothique, doit être considéré comme son artiste exemplaire, même si ses réalisations correspondent davantage à ce que le XIXe siècle pensait avoir été la vision de l'intégrité architecturale et sociale des architectes médiévaux, co-conception qui avait été effectivement les leurs. Tout ce que Viollet-le-Duc touchait devenait plus gothique que le gothique même, ce qui n'avait certainement pas été le cas du gothique même. Étant donné son admiration pour le premier architecte, son projet de rendre à un fragment monumental de la nature sa majesté primitive, tel qu'il l'imaginait, n'était qu'une extension extravagante de son impulsion profonde. Il est donc tentant d'imaginer ce qui se serait passé s'il avait trouvé son roi fou et bienveillant, son Louis II de Bavière, prêt à subventionner cette folie hyper-wagnérienne, avec ses régiments entiers de maçons et de porteurs de hottes, de surveillants et de géologues, se répandant sur les versants majestueux. Et voilà le Mont Blanc qui se dresse comme am ersten Tag. Au premier jour, ou du moins comme Viollet-le-Duc imaginait qu'il s'était dressé en ce jour inaugural. S'il avait pu mener à bien son œuvre, il aurait créé une montagne à partir d'une montagne, et ce qui est plus extraordinaire encore, transformé un pic en œuvre d'art. La juxtaposition de différents stades d'une montagne, dans notre cas la comparaison du Mont Blanc jeune avec la création de Viollet-le-Duc, que nous pourrons appeler le Mont Blanc jeune, rencontre des difficultés pratiques aussi bien que métaphysiques. Mais nous pouvons les imaginer aussi indiscernables l'un de l'autre qu'il nous plaît. Depuis le début de cette recherche, je suis hanté par des paires d'entités dont l'une seulement est une œuvre d'art. Il est certain que Viollet-le-Duc était favorable à la thèse théologique selon laquelle Dieu est un artiste et le Mont Blanc un de ses chefs-d'œuvre. Mais supposons que cette thèse soit fausse. Pour des raisons logiques et malgré les rhapsodies auxquelles sa contemplation a entraîné Viollet-le-Duc et Ruskin, le Mont Blanc est muet. En revanche, le Mont Blanc jeune est un commentaire à propos des aspects les plus grandioses de la nature. Le projet somptueux de Viollet-le-Duc nous incite avec force à nous demander si en face de deux objets extérieurement indiscernables, mais dont l'un serait une œuvre d'art et l'autre, malgré son caractère spectaculaire, un simple objet, nos réactions esthétiques seraient les mêmes. C'est une question qui soulève de sérieux problèmes philosophiques, car au cas où nos réactions s'avéreraient différentes, et je soutiendrai qu'elles doivent l'être, il serait extrêmement difficile de soutenir que la réaction esthétique est une forme de perception sensorielle, a fortiori si c'est parce que nous savons que l'un des objets est une œuvre d'art, que nous réagissons différemment. Dans cette éventualité, il faudrait admettre que la réaction esthétique passe par une médiation conceptuelle dont il serait très instructif d'étudier le cheminement. Une autre conséquence a peut-être encore davantage d'importance pour nous. Si le fait de savoir que quelque chose est une œuvre d'art provoque une différence dans le mode de réaction esthétique face à cette chose, autrement dit, si deux objets indiscernables provoquent des réactions esthétiques différentes, dès lors que l'un d'eux est une œuvre d'art et l'autre un objet naturel. Alors, toute définition de l'art qui considère la réaction esthétique comme un facteur définitoire risque d'être circulaire. Les œuvres d'art ne sauraient être définies uniquement par la réaction esthétique qui leur correspond, opposée à celle provoquée par des objets naturels ou des artefacts quelconques du genre des boîtes Brio, celles qui ne sont pas des œuvres d'art, puisqu'il faut déjà les avoir distinguées des objets naturels ou des simples artefacts avant de pouvoir définir le genre de réaction approprié. On ne saurait donc partir de la spécificité de la réaction esthétique pour définir le concept d'œuvre d'art.
Quoi qu'il en soit, on a toujours été d'avis que les considérations esthétiques entraînent naturellement dans les discussions sur l'art et entrer directement dans les discussions sur l'art. Et il n'y a pas de raison pour ne pas débattre ici de cette association qui semble aller de soi. Il s'agit de savoir si les considérations esthétiques appartiennent à la définition de l'art. S'il s'avérait que cela n'est pas le cas, elles seraient simplement associées au concept d'art, sans être pertinentes pour sa logique interne. Leur importance philosophique ne serait alors pas plus grande que celle d'innombrables autres choses qui ont fait partie, sinon du concept, du moins de la pratique de l'art, comme le fait que les œuvres d'art sont précieuses ou encore qu'on peut les collectionner. Dans son exposé très influent de la théorie institutionnelle de l'art, Georges Dickey a soutenu qu'il était nécessaire d'inclure une condition esthétique dans la définition de l'art. Toute œuvre d'art est, d'après lui, un candidat à l'appréciation, statut qui peut être conféré à un artefact par le monde de l'art, au sens que Dickey donne à cette expression, c'est-à-dire par un groupe de personnes institutionnellement autorisées, qui sont, pour ainsi dire, les conservateurs du musée imaginaire de toutes les œuvres d'art du monde. Une chose qui ne peut pas être l'objet d'une appréciation, écrit Dickey, ne peut pas être une œuvre d'art. Il dément avoir en vue une appréciation qui serait spécifiquement esthétique, comme l'éminent critique Ted Cohen l'interprète en ce sens et l'objection qui lui oppose, si elle s'avère fondée, est importante pour notre propos actuel. Cohen soutient qu'il existe des objets qui ne peuvent pas donner lieu à une appréciation. Il ne saurait donc être des œuvres d'art si l'on accepte la proposition contraposée de Dickey. Cela veut dire que les décisions des citoyens du monde de l'art sont liées par au moins une condition. L'objet choisi doit pouvoir être apprécié. On ne saurait donc par simple décret conférer le statut d'œuvre d'art à n'importe quel objet. Ainsi, d'après Cohen, il existe au moins des conditions négatives qui déterminent quels objets peuvent être des œuvres d'art. Et à la question n'est de toute évidence pas aussi exclusivement institutionnelle que le prétend Dickey. Je suppose que les objets ne pouvant pas donner lieu à une appréciation sont ceux qui contrediraient la thèse d'après laquelle tout objet peut être considéré d'un point de vue pratique ou esthétique. Il s'agirait d'objets qu'on ne saurait mettre psychologiquement à distance. L'objection ne s'adresse pas seulement à la théorie de Dickey et possède une importance philosophique considérable. Cependant, la position défendue par Cohen se heurte à deux difficultés. Parmi les objets inaccessibles selon lui à l'appréciation esthétique, il cite les punaises ordinaires, les enveloppes blanches bon marché, les fourchettes en plastique distribuées dans certains restaurants drive-in et surtout les urinoirs. J'ignore si Cohen est d'avis qu'ils ne peuvent pas du tout donner lieu à une appréciation ou s'il pense qu'il est impossible de les apprécier positivement. Certains termes qu'il utilise à leur propos, comme bon marché, ordinaire ou en plastique, sont teintés d'aversion. Or, il n'est pas du tout certain que même selon le critère de Dickey, tout objet élevé au statut d'œuvre d'art par le monde de l'art doive ipso facto être apprécié favorablement. En fait, dans son texte, Dickey dit à peu près ceci: je soutiens que toute œuvre d'art doit posséder un minimum de valeur ou de mérite potentiel, mais il me semble que les appréciations négatives font partie de l'appréciation esthétique. Certaines œuvres d'art nous rebutent, nous dégoûtent et même nous donnent la nausée. Vouloir limiter l'application de l'épithète œuvre d'art aux objets appréciés positivement reviendrait à soutenir que les considérations d'ordre moral ne sont pertinentes que dans le cas de personnes et d'actions qui possèdent un minimum de valeur ou de mérite potentiel. Et bien qu'on puisse peut-être trouver des qualités positives un peu partout et chez tout le monde, la théorie morale a évidemment tout intérêt à prendre en compte les salauds, les vicieux, les indolents, les vilains, les méchants, les individus révoltants et les médiocres. Donc, l'appréciation, du moins si elle est esthétique, peut être négative, et Cohen, par sa seule manière d'utiliser les adjectifs, nous montre clairement comment il juge les fourchettes jetables, les enveloppes et les punaises ordinaires. Serait-ce en opposition aux punaises pour la planche à dessin? Je serais très surpris si le fait de donner une appréciation esthétique et négative impliquait que les objets sur lesquels ils portent ne peuvent pas être des œuvres d'art. Il va de soi qu'on ne peut pas résoudre ces questions sans une discussion préalable du problème de l'appréciation esthétique ou de l'appréciation tout court.
Mais même si tout ceci ne mettait pas en cause l'objection de Cohen, elle se heurterait néanmoins à une autre difficulté plus redoutable. Même si on admettait qu'une punaise ordinaire ne peut pas donner lieu à une appréciation esthétique, qu'elle soit positive ou négative, cela n'impliquerait pas qu'elle ne puisse pas être une œuvre d'art. Bien entendu, une punaise qui serait une œuvre d'art devrait se distinguer d'une manière ou d'une autre d'une punaise qui aurait exactement le même aspect extérieur, mais qui ne serait pas une œuvre d'art. C'est une constatation que nous avons déjà faite tout au début de ce travail. Rappelez-vous l'exemple de l'ouvre-boîte, mais s'il en est ainsi, la question de l'appréciation est loin d'être résolue. Même si une punaise ordinaire ne peut pas donner lieu à une appréciation, cela n'implique pas une œuvre d'art. Cela n'implique pas qu'une œuvre d'art, qui lui serait matériellement identique, ne puisse pas non plus être appréciée. Les propriétés que nous serions amenés à apprécier seraient celles de l'œuvre d'art, sans être nécessairement celles de la punaise. Il est vrai que les liens entre ces deux entités sont peut-être ardus à démêler, comme c'est le cas pour les rapports entre une personne et son corps. Nous verrons peut-être plus clair à ce sujet en examinant un exemple fameux, à savoir Fontaine de Duchamp, et en nous penchant sur l'analyse que Dickey en propose. Dickey affirme avec force qu'il n'existe pas de conscience d'attention ou de perception spécifiquement esthétique, et il poursuit: la seule différence qui existe entre l'appréciation de l'art et l'appréciation de ce qui n'est pas de l'art réside dans le fait qu'elle concerne des objets différents. Par l'expression objet différent, il ne se réfère probablement pas à la différence entre l'œuvre d'art et simple chose, car dans ce cas, sa définition serait circulaire. Il définirait l'appréciation artistique en termes d'objet, alors que le fait d'être un candidat à l'appréciation était censé expliquer pourquoi quelque chose est une œuvre d'art. Je suppose donc qu'il veut dire que les propriétés que nous apprécions dans le cas d'une œuvre d'art sont les mêmes que celles que nous apprécions lorsqu'il s'agit d'un objet non artistique qui lui est matériellement identique, comme c'est le cas pour Fontaine, qui est semblable aux innombrables urinoirs installés pour la commodité de ces messieurs partout où ils sont coutumes de se rassembler. Pourquoi, demande Dickey, les qualités ordinaires de Fontaine, sa surface blanche et brillante, sa profondeur mise en valeur par les reflets des objets environnants, son agréable forme ovale, ne pourrait-elle pas être appréciée? Elle possède en fait des qualités similaires à certaines œuvres de Brancusi et de Moore, dont beaucoup n'hésitent pas à dire qu'ils les apprécient. Ce sont là effectivement des qualités de l'urinoir en question, ainsi que de n'importe quel autre urinoir réalisé en porcelaine blanche. Et elles ressemblent à certaines des qualités d'oiseaux en vol. Mais la question qui se pose est de savoir si l'œuvre d'art appelée Fontaine est vraiment identique à cet urinoir, et donc si ses surfaces brillantes et ses reflets profonds sont réellement des qualités de l'œuvre. D'après Cohen, l'œuvre de Duchamp ne consisterait pas dans l'urinoir lui-même, mais dans le geste de l'exposer. À supposer qu'il en soit ainsi, il est évident que le geste en question ne possède pas de surface brillante, et dans ce cas, l'œuvre de Duchamp différerait de celle de Moore ou de Brancusi, plus ou moins de la même manière qu'un geste diffère d'un morceau de cuivre ou de bronze. En tout cas, l'œuvre possède des propriétés qui font défaut aux urinoirs. Elle est audacieuse, impudente, irrespectueuse, spirituelle et intelligente. Duchamp aurait sans doute été poussé à la folie ou au meurtre par le spectacle d'esthètes s'extasiant devant les surfaces brillantes de l'objet en porcelaine exposé par lui. Quelle ressemblance avec le Kilimandjaro! On dirait le rayonnement immaculé de l'éternité. C'est d'une sublimité glacée, rire amer au club des artistes. Non, en tant qu'objet introduit dans le monde de l'art, les propriétés de Fontaine sont celles que cet objet partage avec la plupart des objets de porcelaine industrielle, alors qu'en tant qu'œuvre d'art, Fontaine partage certaines de ses propriétés avec le tombeau de Jules II de Michel-Ange et le percé de Cellini. Si Fontaine était une œuvre d'art uniquement grâce aux propriétés qu'elle partage avec les urinoirs du tout venant, on pourrait se demander pour quelle raison elle a droit à un statut artistique qui est refusé à ses semblables. Il s'agirait d'une atteinte portée à l'égalitarisme, pareille à celle qui a provoqué l'indignation de J, dont nous nous sommes fait l'écho plus haut.
S'agit-il simplement d'un moment d'inadvertance de la part du monde de l'art? Devrait-il y avoir une transfiguration à grande échelle comparable à la conversion en masse des intouchables de Calcutta au bouddhisme? Ce qui a échappé à Dickey, c'est l'ambiguïté du verbe faire lorsqu'on pose la question « Qu'est-ce qui fait que quelque chose est une œuvre d'art ?» Il a attiré l'attention sur le processus grâce auquel un objet devient une œuvre d'art. Processus qui peut fort bien être institutionnel, mais s'adonnant à des considérations esthétiques. Il a négligé la question de savoir quelles sont les propriétés qui sont constitutives d'une œuvre d'art, du moment qu'elle a acquis ce statut. À mon avis, une œuvre d'art possède un grand nombre de qualités qui sont tout à fait différentes de celles d'un objet qui, bien que matériellement indiscernable d'elle, n'est pas une œuvre d'art. Certaines de ces qualités peuvent fort bien être esthétiques ou donner lieu à des expériences esthétiques, de même qu'elles peuvent être qualifiées d'estimables et précieuses. Mais avant de pouvoir réagir à ces qualités sur un plan esthétique, il faut qu'on sache que l'objet en question est une œuvre d'art. Donc, pour pouvoir réagir différemment à cette différence d'identité, il faut qu'on sache déjà faire la distinction entre ce qui est de l'art et ce qui n'en est pas. Nous avons d'ailleurs été frappés dès le début par la justesse de l'analyse d'Aristote, d'après laquelle le plaisir spécifique que nous procure une œuvre mimétique exige que nous sachions qu'il s'agit d'une imitation, ce plaisir ne pouvant pas être provoqué par l'original correspondant, aussi semblable qu'il soit par ailleurs à l'œuvre qu'il imite. Et Diderot a brillamment soutenu que nous pouvons être émus jusqu'aux larmes par des représentations de choses qui par elles-mêmes ne nous émeuvent aucunement ou nous touchent d'une autre façon que leur représentation. Il se peut qu'une représentation ayant pour sujet le désespoir d'une mère à la mort de son enfant nous fasse pleurer. Mais celui qui se contenterait de pleurer en assistant à l'événement réel montrerait qu'il est insensible. Dans un cas pareil, il faut chercher à consoler et à réconforter. Ce que je veux dire, c'est qu'il existe deux types de réactions esthétiques selon qu'il s'agit d'une œuvre d'art ou d'un simple objet réel, indiscernable d'elle. On ne peut donc pas se fonder sur des considérations esthétiques pour établir la définition de l'art, puisqu'on a besoin de cette dernière pour identifier les types de réactions esthétiques appropriées aux œuvres d'art par opposition aux simples objets réels. Certes, pour pouvoir être une œuvre d'art, il faut qu'une chose possède, comme le dit Dickey, un minimum de valeur esthétique potentielle, mais est-ce que cette condition n'est pas remplie par n'importe quoi? S'opposant à Cohen, Dickey lui dit lui-même que les punaises, les enveloppes et les fourchettes en plastique possèdent des qualités qu'on peut apprécier si on fait l'effort de se concentrer sur elles. Si tel est le cas, existe-t-il quoi que ce soit qui ne puisse pas être apprécié? Je soutiendrai pour ma part que les œuvres d'art font appel à une esthétique spécifique, ainsi qu'à un langage particulier réservé à leur appréciation. Comme ces deux facteurs semblent impliqués dans le concept d'art, nous ferions bien d'analyser d'un plus près quelques aspects de l'esthétique, donc de l'expérience artistique, même si cela ne nous aidera pas beaucoup à trouver la définition que nous cherchons.